Madame la directrice, mes chers collègues, nous poursuivons donc ce matin notre cycle, s'il vous plaît. Merci. Nous poursuivons donc ce matin notre cycle sur les enjeux de l'Europe de la défense avec l'audition de Madame Eva Berneck, voilà, très bien, qui est d'origine du Danemark, hein, n'est-ce pas, voilà, et qui est directrice générale d'Eutelsat. Madame, vous avez rejoint Eutelsat en janvier 2022, à un moment où cette entreprise, le premier opérateur français de satellites, est à un tournant. À la suite du rachat de OneWeb, Eutelsat s'est en effet lancé dans les constellations de satellites en orbite basse, c'est-à-dire autour de 1000 km d'altitude. Jusqu'alors, le groupe exploitait surtout des satellites géostationnaires positionnés à 36 000 km d'altitude. L'univers des télécommunications a été bouleversé par Starlink, la constellation initiée par Elon Musk, qui offre des débits Internet élevés grâce à des milliers de satellites gravitant en orbite basse. Satellites et défense entretiennent des liens de plus en plus étroits. La guerre en Ukraine a ainsi mis le relief sur l'importance stratégique de l'Internet par satellite. À la suite de l'attaque russe sur les infrastructures de communication ukrainiennes, le gouvernement ukrainien a fait appel à Starlink pour assurer son accès à Internet. Et les récentes menaces de suspension du service à l'Ukraine ont souligné la nécessité et l'urgence pour l'Europe de se doter d'un accès souverain à l'Internet spatial. Chacun reconnaît désormais que les satellites sont cruciaux dans le domaine militaire, qu'il s'agisse entre autres de l'observation des mouvements de troupes, du guidage des missiles ou de la sécurisation des communications. L'Europe du spatial fait face à de nombreux défis. Il s'agit d'accélérer l'innovation pour rester compétitif face aux États-Unis, de développer les applications pour la défense ou encore d'assurer la soutenabilité du modèle de constellation en orbite. Eutelsat semble bien positionné pour y répondre. En témoigne la forte hausse de sa valorisation boursière le jour de la rencontre entre le président Trump et Zelensky et suite à l'annonce de la suspension du soutien à l'Ukraine par les États-Unis. En effet, l'action est passée de 1,19 € le 28 février 2025 à 8,85 € le 5 mars. Ceci dit, elle a rebaissé jusqu'à 3,41 € à la clôture de la bourse de Paris hier soir. Donc, une montée de 8 fois plus, puis une redescente. Pourriez-vous nous donner votre interprétation de cette hausse, puis de cette baisse? Cette valorisation boursière peut-elle entraîner des difficultés dans votre entreprise? D'autre part, pourriez-vous nous préciser également quels sont les principaux défis auxquels vous devez faire face pour mener à bien votre projet Iris-Carré, qui est de déployer une constellation de 290 satellites pour concevoir un réseau Internet sécurisé à destination des gouvernements et des armées d'ici 2030. Serez-vous à l'heure? Par ailleurs, vos partenaires industriels sont-ils au rendez-vous? Rien ne peut se faire sans eux. Enfin, quelle est votre stratégie face à tous ces défis? Nous attendons donc, Madame la Directrice Générale, vos éclairages sur tous ces sujets. Et donc, sans plus attendre, je vais vous céder la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs, de nous recevoir ici. Je m'appelle Eva Berneck, je suis la directrice générale d'Eutelsat. Je sais que j'ai un petit accent en français, alors n'hésitez pas à m'indiquer s'il y a quelque chose qui est incompréhensible. Mes collègues vont le faire aussi, bien sûr. J'ai pris la tête d'Eutelsat il y a maintenant 3 ans. Et après 6 semaines, la tête d'Eutelsat, cette crise en Ukraine a démarré. Et on les suit depuis toujours. Je pense qu'on va y revenir parmi les questions.
La dernière fois que Telsat a passé devant cette commission, c'était en avril 21, alors il y a bien 4 ans, bien avant la crise en Ukraine, et bien avant aussi que Telsat est devenu un opérateur multi-orbite, qu'on appelle ça, avec les multi-orbites. Comme a dit M. le Président, on a les géostationnaires, qui est l'opération historique de Telsat, mais aujourd'hui, on est les seuls autres que Starlink, qui est doté d'une constellation en orbite basse. De temps à l'autre, on appelle ça les LEO, pour Low Earth Orbit, mais c'est des satellites en orbite basse qui survolent la Terre. Je vais vous faire une courte présentation de Telsat Group, avec un peu le contexte des spatiales dans un contexte militaire et un contexte de l'entreprise. Je vais essayer aussi de parvenir à vos questions, Monsieur le Président, sur les cours des bourses et les principaux défis devant Telsat Group. Je pense que vous le savez bien que l'espace aujourd'hui, c'est à la fois une champ de compétition, des contestations et affrontements. Aussi affrontements militaires, malheureusement. Les volets duals de l'espace, qui est à la fois des SATCOM, qu'on appelle ça souvent, dans les systèmes d'armes et aussi des architectures de commandement, avec aussi des utilisations des fins non militaires, commerciales. Eh bien, un exemple, vous avez vu récemment en Espagne que Hispasat, qui est un opérateur espagnol, qui était intégré dans les systèmes de Indra. Alors vraiment, cet rapprochement entre tout ce qui est militaire et SATCOM. Mais on voit aussi une industrie spatiale européenne qui est très concurrencée vis-à-vis surtout les Américains, mais bientôt aussi les Chinois. Les Américains sont revenus dans le spatial il y a maintenant une quinzaine d'années et qui ont investi massivement à la fois sur leurs propres moyens, mais surtout avec des opérateurs, Starlink et SpaceX, commerciales, qui ont développé vraiment des compétences extraordinaires, industrialisées sur le spatial. C'est des enjeux très forts de souveraineté dont on parle aujourd'hui, parce que sinon, si on ne s'y met pas en Europe ensemble, on sera simplement, on va avoir le choix de s'accrocher soit au train américain ou au train chinois, sur tout ce qui est spatial. Et en plus, c'est comme un secteur où on a depuis très longtemps eu une industrie vivante, innovante, avec des gros industriels comme Airbus ou Thales ou même d'autres, Arianespace, qui sont importantes pour les pays et pour l'Europe. Alors, donc, qui est Eutelsat ? Eutelsat Group est en fait aujourd'hui une combinaison entre Eutelsat et OneWeb. Eutelsat, c'est un opérateur historique qui a été créé par les pays européens ensemble, il y a maintenant 46-47 ans, parce que chacun des pays avait des positions orbitales sur l'arc géostationnaire, et ces pays disaient peut-être c'est mieux de les exploiter ensemble. Ainsi créé Eutelsat, qui est en fait cette collaboration européenne autour des spectres que possédait chacun des pays. On a une organisation internationale derrière nous qui possède encore les spectres, mais nous, on est la seule entreprise qui opère cette spectre sur les géostationnaires. On a développé une très grande business autour des vidéos du broadcasting. Vous avez certainement entendu parler, parce qu'on porte presque 6500 chaînes à travers du monde sur nos 35 satellites pour les Canal+, les MultiChoice, les Sky, pour les bouquets payantes. Et chaque fois que vous voyez un parabole, c'est parce que cette foyer-là reçoit son TV à travers d'une satellite. Ça, c'est aujourd'hui à peu près la moitié de notre business. C'est en déclin, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens reçoivent la télé à travers de l'Internet. L'autre business qui, par contre, est en croissance, c'est la partie connectivité. Et là, il y a 1 an et demi, combiné avec OneWeb. Parce qu'on avait la connectivité à travers des géospatiales, mais on avait aussi besoin de la connectivité avec une latence basse. Une latence qui avoisine celle qu'on a sur l'Internet normal, ça veut dire les 50, 70 millisecondes quand vous cliquez sur quelque chose. Et on est aujourd'hui la seule alternative à Starlink, parce qu'on a acheté OneWeb, qui était un opérateur, une entreprise anglaise, qui avait une constellation qui n'était pas tout à fait finie, mais qui avait au moins démarré. Malheureusement, même si on a beaucoup d'argent, ça prend minimum 5, 6, 7 ans de lancer une constellation. Alors nous, on a opté pour acheter quelque chose qui était déjà bien lancé, bien avancé, et d'ici fin de l'année, on va avoir une couverture mondiale
Et ça veut dire que même les océans, Afrique, Inde et Asie vont être couverts par notre constellation. On est un acteur d'abord français. On a notre siège à Issy-les-Moulineaux, pas loin, né en Europe, mais aussi au cœur de la chaîne des valeurs spatiales. Nous, en opposé que fait Starlink, Starlink fait tout lui-même. Ça, c'est un peu le modèle d'Elon Musk. Il fait ses propres lanceurs, il produit ses terminaux, il opère les réseaux et il les distribue à travers le web et il produit ses propres terminaux. Nous, on opère dans un écosystème où on achète les satellites, souvent chez Thales ou Airbus. On achète nos terminaux. Là, c'est Intellian, Hughes ou Kameta. On achète les lanceurs chez Ariane 6, même chez SpaceX, parce qu'ils font beaucoup de lancements. Mais on est d'abord opérateur. Un peu comme France Télécom, mais aussi opérateur d'abord. Ils ne produisent pas leurs propres iPhones, ni leurs tours, etc. On a aussi un actionnariat qui reflète vraiment qu'on est un opérateur mondial. Notre premier actionnaire, c'est un grand opérateur télécom. C'est Parti Télécom, qui est un grand opérateur télécom en Inde et en Afrique. Notre deuxième actionnaire, c'est BPI, avec bien sûr l'État français derrière. BPI a été un actionnaire historique chez Eutelsat. Et notre troisième actionnaire, c'est un autre gouvernement, c'est le gouvernement anglais, qui est venu avec l'acquisition de OneWeb. Alors on voit bien cet mélange, et on a une quatrième qui est CMA-CGM, qui est encore un secteur bien utilisateur des connectivités de l'espace. Sur les maritimes, c'est un des segments qui se développe beaucoup sur l'utilisation de notre connectivité. Alors c'est un actionnariat qui reflète bien cette dualité entre vraiment commercialisation mondiale nécessaire pour bien utiliser un réseau, mais aussi un grand intérêt des gouvernements. On est de plus en plus intégrés dans la défense en France et en Europe. Et alors, on témoigne même aujourd'hui à vous adresser la parole. Ça montre bien qu'on est perçu vraiment comme faisant partie des BITD. On a une relation de la proximité avec la défense, et ça, j'en fais partie, et ils mettent bien là-dessus, mais aussi avec des payloads qui sont portés sur nos satellites géostationnaires, comme sur les 36, qui est une de nos positions orbitales, où on a un payload en collaboration avec Airbus, mais aussi sur la connectivité en temps-space sur les Charles de Gaulle, et qui est aussi en cours, et avec un contrat d'Astel. Aujourd'hui, bien sûr, ça c'est une activité, je dirais, émergente. C'est pas quelque chose qui compte pour beaucoup dans notre business, mais c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup d'attention chez nous et qu'on s'attend aussi avec impatience se développer. C'est aussi qu'on ait un changement au niveau européen qui est visible avec la nomination d'Andrius Kubilius. Pour nous, c'est un mouvement très positif parce que ça montre bien cette dualité entre être commissaire européen à la défense et l'espace. Ça prouve bien qu'on voit l'espace au cœur aussi de la défense. Les projets de constellation Iris-Carré, vous avez posé une question parce qu'effectivement, la Commission européenne a lancé ce grand projet il y a quelques années avec cette vision de créer la capacité souveraine européenne d'abord pour les gouvernements militaires, mais aussi dans une partenariat public-privé, alors les PPP, et parce que de bien exploiter cette constellation-là, il va y avoir beaucoup de capacités pour plutôt des fins commerciales. Alors nous, Eutelsat Group, on est les premiers investisseurs privés à côté de la Commission, mais dans les consortiums SpaceRISE qui comptent également SES, qui est l'opérateur luxembourgeois, et Hispasat, l'opérateur espagnol. Mais nous, on est les premiers investisseurs pour pouvoir exploiter la partie commerciale d'Iris-Carré. Iris-Carré, et ça c'est un des défis, ce n'est pas uniquement un objectif de produire de la capacité en orbite spatiale. C'est aussi de créer l'ensemble de l'écosystème et de les rendre plus compétitifs en Europe. Ça veut dire beaucoup de contenu côté industriel devrait être européen. Il y a aussi un objectif de développer ces qu'on appelle un peu le New Space, ça veut dire des entreprises plus petites, des SME. Il y a un objectif de mettre plus que 30% des entreprises petites et moyennes dans cette constellation-là. Et cela prend du temps. Aujourd'hui, on vise d'avoir une constellation opérationnelle autour des 31. C'est un peu lent, et ça veut dire côté Eutelsat, on investit presque autant qu'on investit dans Iris-Carré pour assurer qu'on a une constellation viable et qu'on continue à construire la capacité
jusqu'à que ISKR arrive, avec de plus en plus des fonctionnalités et technologies là-dessus. Et ça, c'est un des défis, avoir à la fois pouvoir investir dans ISKR et aussi investir dans la capacité qui sera utilisée aujourd'hui et demain et jusqu'à 31, parce qu'on pense que on a aussi besoin de pouvoir répondre dans un très court délai sur des crises comme celle qu'on voit actuellement en Ukraine. Alors, en plus, c'est quelque chose qui reste quand même si on trouve qu'ISKR, qui est un grand projet à 10,6 milliards d'euros, ça reste quand même un projet beaucoup plus modeste par rapport aux investissements qui a été côté militaire américain, qui est typiquement les plus grosses clients dans tous les opérateurs satellitaires, et aussi les projets Starshield, que vous avez certainement entendu parler, qui est un gros projet développé pour les militaires américains, pour les DoD, par Starlink. Alors aujourd'hui, on fait face à cette dominance américaine sur l'ensemble du secteur spatial, et il y a aussi des acteurs émergents en Chine. Et je pense qu'il est nécessaire et urgent de créer une alternative souveraine européenne pour ne pas dépendre des solutions demain des Chinoises et américaines, mais aussi pour reprendre cette retard qui est aussi quelque chose qui nourrisse l'innovation et renforcer les côtés industriels en Europe. Par exemple, on ne produit aujourd'hui pas les terminaux pour nos constellations en Europe. Il n'y a pas un gros producteur des terminaux en Europe. Et c'est quand même très important de pouvoir se doter d'un opérateur ou d'un industriel aussi sur la partie sol et terrestre en Europe. On a heureusement Airbus et Thales qui produisent encore des satellites en géostationnaire, mais ni l'un ni l'autre sont très concurrentiels, sont très économiques pour la partie en orbite basse. Et c'est comme ça les futurs dans le spatial. Alors tout cet écosystème-là est à développer à travers des projets IRIS². La France joue aujourd'hui un rôle majeur, d'abord parce qu'ils ont quand même des opérateurs à la fois comme nous, qu'ils ont des opérateurs, mais aussi côté industriel. Thales et Airbus ont un grand rôle dans Ariane. Et là, je pense qu'il y a beaucoup des éléments à développer. Il y a des projets qu'on a en cours avec les Minarmes et la DGA, en partenariat avec les industriels français, qui sont en cours sur des cas d'utilisation militaire. Et en plus, on développe à travers du contrat Astel la connectivité avec OneWeb qui est en train de se développer. Mais finalement, ça reste des projets beaucoup plus modestes que les business qu'on a même aujourd'hui avec les militaires américains parce qu'ils sont très habitués à des très gros contrats et des budgets aussi assez importants. Mais on a hâte de continuer notre développement et la collaboration avec les acteurs français. Alors, pour revenir dans un dernier point sur les cours des bourses, parce qu'effectivement, les cours des bourses ont été très variables ces derniers temps, surtout depuis que la souveraineté et la discussion autour de la défense d'Ukraine est devenue un gros sujet. Il y a une partie qui est simplement liée à un flottant relativement limité chez Eutelsat. On a des actionnaires, des gros actionnaires, et heureusement, on est très content d'avoir des gros actionnaires stables qui président aussi sur notre conseil, qui ne sont pas dans le marché. Alors, sur nos actionnaires, il y a à peu près entre 25 et 30% qui sont flottants sur la bourse. Ça veut dire que très peu de mouvements fait des grosses variations, parce qu'il y a simplement moins de volume. Et ça fait partie d'explications. Mais cela dit, je pense que la réalisation du fait qu'on était le seul alternatif à Starlink en Ukraine et sur une mauvaise journée dans le White House, on pourrait décider éventuellement d'éteindre Starlink en Ukraine. Et il n'y avait pas autant d'alternatives aujourd'hui viables sur le sol. Ça fait vraiment apparaître Eutelsat comme un opérateur critique et nécessaire pour l'Ukraine, mais certainement aussi pour la souveraineté européenne. Après, ça redescend, et ça fait partie des mouvements. Je pense aujourd'hui, on est certainement en discussion autour de est-ce que notre actionnariat reflète bien cette dualité entre une grosse intérêt de souveraineté et travail avec les militaires, avec bien sûr aussi une nécessité de mettre à côté une activité commerciale pour bien exploiter cette réseau sur le reste du monde. Je vous rappelle que par rapport aux satellites géostationnaires qui peuvent être positionnés
au-dessus, c'est ça le gros avantage des géostationnaires, ça peut être positionné au-dessus de l'Europe, et ça reste là tout le temps, c'est très bien. Les satellites en LEO, ça tourne tout le temps. Alors, ça veut dire qu'une grosse partie de leur temps, ils passent au-dessus de l'océan, ou sur des pôles, ou sur des Amériques latines, Afrique. Et ça veut dire qu'on a besoin d'un opérateur commercial pour pouvoir vendre la capacité quand ils ne sont pas au-dessus d'Europe ou Ukraine, où on les achète pour nos propres fins. Et c'est pour ça que cette collaboration autour d'Iris Carré est très importante. Alors, les autres défis qu'on a, c'est bien sûr bien pousser Iris Carré, parce que c'est vraiment notre vision pour le futur, qu'on est un gros partenaire autour d'Iris Carré, mais aussi de créer et assurer qu'on a une future jusqu'à qu'Iris Iris Carré arrive. Et pour le moment, on s'attend que ça arrive en 31-32. On n'est pas naïf, plus que ces projets-là, peut de temps à l'autre prendre un peu plus longtemps. Parce que ce n'est pas uniquement les opérateurs qui sont maîtres du projet et du développement, c'est souvent des industriels et de temps à l'autre développer des technologies sur sol européen, ça peut prendre plus longtemps, mais ça veut dire qu'il faut que nous, on reste agile pour lancer plus de satellites, pour être sûr d'avoir la continuité et pouvoir continuer à proposer de la capacité autour du monde pour nos clients jusqu'à qu'Iris Carré arrive. Et même quand Iris Carré arrive, on va continuer à lancer des satellites en plus. Par exemple, Iris Carré ne va pas très bien couvrir les pôles. Les pôles, et pour nous, et souvent pour les fins militaires, les pôles sont assez importants. La Groenland, je trouve aussi très importante comme danoise. Alors, ça sera bien de pouvoir couvrir aussi ces zones-là. Et là, on a besoin de lancer des satellites côté OneWeb pour bien couvrir ça. Et bien sûr, de bien pouvoir financer tout cela, ça fait partie de nos défis, les défis qu'on est en train de discuter à l'heure actuelle. Alors, je pense que j'ai fait un peu le tour rapide, peut-être un petit peu plus long que prévu, mais à vous les questions. Il y a beaucoup de questions, et donc nous allons commencer par les orateurs de groupe, et je vais passer la parole à Romain Tonussi, pour le groupe Rassemblement National. Merci Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale. Le projet Iris Carré ambitionne de renforcer notre souveraineté numérique et spatiale en déployant une constellation de satellites sur plusieurs orbites. Eutelsat joue un rôle clé dans ce programme essentiel pour préserver notre indépendance dans le domaine des communications satellitaires en se focalisant principalement sur l'orbite basse. Mais ce projet se heurte à plusieurs obstacles. Son budget a considérablement augmenté, passant de 2,4 milliards à 10,6 milliards d'euros, et le calendrier a été repoussé avec un lancement prévu pour 2029 et une mise en service complète d'ici 2030-2031. Ce retard permet à la concurrence, comme Starlink ou la constellation chinoise Guowang, de prendre de l'avance dans un secteur où l'innovation et la rapidité de déploiement sont capitales. Dès lors, comment garantir qu'Iris Carré restera compétitif face à des réseaux déjà opérationnels ? Par ailleurs, le récent ralliement d'Eutelsat à OneWeb pose des questions sur la synergie entre ces deux projets, notamment en ce qui concerne la souveraineté et les implications stratégiques de cette collaboration. Ainsi, pouvez-vous nous dire comment cette fusion s'inscrit-elle dans la vision d'Eutelsat pour Iris Carré ? Enfin, Iris Carré repose sur un consortium de plusieurs acteurs européens, dont les opérateurs SES et Hispasat, ainsi qu'un grand nombre de sous-traitants industriels. Or, ces entreprises n'ont pas nécessairement les mêmes priorités. SES, qui est déjà impliqué dans d'autres constellations, pourrait chercher à privilégier ses propres solutions. Quant aux sous-traitants, la répartition des marchés et des responsabilités techniques peut être source de tension. Ainsi, comment s'assurer qu'Eutelsat conservera une position centrale dans le projet et que les décisions stratégiques prises serviront pleinement les intérêts français ? Je vous remercie. Merci. Madame la Directrice Générale. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait plusieurs questions. Je vais essayer à tout répondre. D'abord, oui, Iris Carré, ça a été un projet qui a évolué au cours du temps. Côté budgétaire, les chiffres que vous avez eus, c'est un peu une compréhension limitée. Les 2,6, c'est sur la première volée, qui derrière est la partie financement du côté public entre ESA et la Commission. Et effectivement, cette première volée de 2,6, c'est pour la première période. Et dans le projet total, à 10,6, il y a d'abord ces 2,6. Après, il y a à peu près encore 4 milliards qui sont prévus du côté commission sur la deuxième période. Et puis, il y a 4,5 qui sont les investissements côté secteur privé.
Alors c'est comme ça qu'on arrive à 10,6 sur les budgets de l'ensemble. Mais il y a une partie publique qui est autour de 6,5 et à peu près 4,5 qui est la partie privée qui doit être additionnée. Mais effectivement, c'est devenu un projet beaucoup plus gros et aussi avec beaucoup plus de satellites qu'initialement prévu. Et ça, c'est lié au fait d'une volonté d'avoir une meilleure couverture et plus de capacités. Après le retard, effectivement, au début, la Commission avait demandé quelque chose qui était même un 28-29, et ça a été retardé au 31. Et là, c'est vraiment un équilibre entre les volontés d'avoir tous sous un contenu, un supply chain européen. Ça veut dire qu'il faut produire une grosse partie des composantes en Europe. Et aujourd'hui, les grands industriels comme Thales et Airbus s'approvisionnent beaucoup en dehors de l'Europe pour les antennes, pour les chipsets, des éléments comme ça, les terminaux, la même chose. Alors, si on n'avait pas cette contrainte-là de mettre beaucoup de contenu européen dedans, et je pense qu'on est tout une bonne compréhension pourquoi on veut faire ça, parce que la souveraineté, c'est aussi à la fin de la journée pouvoir reproduire des satellites ou reproduire des terminaux sans contenu qui vient des US ou de la Chine ou même ailleurs. Et c'est ça qui prend beaucoup de temps de vraiment construire cette chaîne. Pour nous, on peut lancer des satellites, on va en lancer en 26, 27, 28, qui donnent la capacité, mais c'est clair que ces satellites-là n'ont pas un contenu, ça veut dire tous les éléments, les pièces électroniques et software, ce n'est pas tous des pièces développées en Europe avec une souveraineté sur l'ensemble du supply chain. Il peut même aussi être lancé par d'autres en Inde ou aux États-Unis, et c'est ce développement de l'ensemble de la chaîne qui prend beaucoup de temps. Alors, derrière, pour SES, effectivement, a lancé un projet de combinaison avec Intelsat, qui est le plus gros opérateur américain en géostationnaire. C'est un projet industriel qui se base surtout sur des synergies industrielles à pouvoir sortir de ce côté-là. On s'attend qu'à ce que ça se finalise plutôt fin de cette année-là. Ils vont avoir un processus d'intégration. Pour le moment, SES nous garantit au sein des consortiums SpaceRISE qu'ils sont toujours focalisés sur IRIS-Carré. Et comme ils ont les gouvernements luxembourgeois derrière eux, c'est les plus gros investisseurs côté SES, c'est les gouvernements luxembourgeois. On espère qu'ils restent bien ancrés en Europe, mais c'est clair qu'ils vont avoir un business qui est beaucoup plus américain avec cette combinaison-là. Et c'est clair, un projet qui dure aussi longtemps. IRIS-Carré, c'est prévu d'une durée des 12 ans. Alors, c'est long. Et c'est longtemps d'avoir aligné les priorités sur IRIS-Carré. Je peux vous garantir, pour nous, c'est vraiment les projets les plus importants stratégiques pour nous. C'est garanti par notre board, c'est pour voter pour notre board. Mais on a aussi besoin d'assurer qu'on peut être agile autour des risques qui sont attachés autour d'un projet. Ça veut dire surtout un décalage dans le temps ou d'autres difficultés. Et là, il faut qu'on reste agile pour pouvoir garantir de pouvoir fournir à nos clients, que ce soit militaire ou non militaire, une capacité jusqu'à ce que IRIS-Carré arrive. Alors, je ne suis pas sûre que j'ai couvert tout, mais j'ai essayé de faire le tour. Merci. La parole est à Corinne Vignon pour le groupe Ensemble pour la République. Président, Madame la directrice générale, Monsieur le directeur de Sécurité Défense, dans un article publié en mars dernier dans la Tribune, vous dressez un constat préoccupant. L'Europe prend du retard et risque de devenir un simple spectateur de la compétition spatiale si elle ne réagit pas rapidement. Les récents développements en Ukraine ont mis en évidence le rôle vital de la connectivité par satellite dans les zones de conflit. Les forces armées ukrainiennes qui exploitent les kits Starlink pour gérer leurs drones d'attaque et assurer leur coordination sur le terrain pourraient se retrouver complètement démunis en cas de coupure brutale du réseau d'Elon Musk. Eutelsat est, avec OneWeb, le seul opérateur européen d'un réseau satellitaire géostationnaire et en orbite basse à pouvoir fournir les communications sécurisées, fiables et permettre l'autonomie stratégique de l'Europe en matière de connectivité spatiale. Pourtant, OneWeb souffre d'un déficit de notoriété au niveau européen et à l'international face à Starlink, Kuiper ou Gowang. Ma première question est la suivante. Envisagez-vous de déployer une stratégie de communication pour faire connaître plus largement votre constellation ? La double dégradation de Telsat par 2 agences de notation illustre les difficultés financières de votre entreprise. Entre l'impossibilité de fournir une couverture complète de la planète à cause de retards dans les infrastructures terrestres
Les obstacles pour obtenir les autorisations d'accès au marché dans plusieurs pays, la dette élevée, un segment vidéo en recul et les investissements massifs que nécessite le financement de 100 satellites supplémentaires garantissant la continuité du service avec des fonctionnalités améliorées comme l'intégration de la 5G au sol. En fait, la situation d'Eutelsat est un peu critique. Pourtant, ces nouveaux satellites sont nécessaires et assureront la compatibilité avec la constellation IRIS² annoncée pour 2030, dont le coût est estimé à plus de 10 milliards. Même si la valorisation boursière d'Eutelsat a bondi de 200% dernièrement, comment prévoyez-vous de financer votre participation dans IRIS² en tant que membre du consortium Space Rise? Je vous remercie. Merci, Madame la Directrice Générale. Merci, Madame, pour vos questions. Effectivement, je suis entièrement alignée avec vous. Europe a pris du retard sur surtout les montres du satellite en orbite basse. Là, et par contre, Europe a toujours eu un secteur spatial très important. Et la France a toujours mis un accent aussi sur les grosses industriels comme Airbus et Thales, mais ils se sont focalisés sur d'abord les géostationnaires, qui étaient des gros satellites, et ils ont pris du retard sur vraiment ce que j'appelle l'industrialisation, ça veut dire le volume, et faire descendre les coûts. Vous avez vu les coûts pour les lanceurs, je prends l'exemple des lanceurs, de SpaceX sont les plus compétitifs dans le marché. On a un Ariane 6 qui vole aujourd'hui, mais avec des coûts beaucoup plus élevés. Et c'est cette côté industrialisation, vraiment par la volumétrie, que Starlink a très très bien réussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'innovation ou les capacités ou les compétences en Europe, et je pense qu'il faut différencier les deux. C'est qu'on met toute cette innovation, toutes ces compétences vraiment en œuvre d'un côté industriel pour devenir compétitif. Et ça va prendre du temps, parce qu'on a pris du retard. Je pense que ça, il faut être honnête, ça va prendre du temps, mais c'est aussi une des vocations d'Iris², c'est donner un tel volume pour qu'on puisse investir derrière et rendre cette industrie plus concurrentielle pour que derrière, on espère bien, ils ont besoin de moins de subventions de l'État. Néanmoins, ce n'est pas un secteur non plus aux US qui fonctionne sans des gros commandes, des gros clients côté secteur public. Les DoD américains ont toujours été un client, le plus gros client de presque tous les opérateurs du monde. Et là, je pense que c'est un apprentissage pour les militaires en Europe de travailler avec des opérateurs commerciaux aussi pour exploiter les constellations qui sont là aujourd'hui, plutôt que uniquement construire des satellites souverains. Et ça, je pense que c'est un apprentissage qu'il fait. Ça a toujours été le cas aux US. Ils ont opéré avec beaucoup de capacités satellitaires des opérateurs commerciaux et aussi leur propre, parce qu'il avait beaucoup de moyens. Mais je pense que ça, c'est un virage à faire en Europe. Pour déployer une stratégie de communication, c'est clair que nous, on est positionné sur un marché, c'est qu'on appelle le B2B. Alors, ça veut dire qu'on travaille avec l'écosystème, avec nos distributeurs. Souvent, on vend notre capacité à un distributeur. Je vous donne un exemple dans l'aérospatial. On vend notre capacité à des distributeurs qui installent dans des avions et qui fait les maintenances des avions quand il y a besoin de réparer quelque chose. Et c'est pas, vous n'allez pas voir Eutelsat direct dans tous les aéroports du monde, ni dans tous les ports du monde. On utilise un Marlink qui installe sur... Et la même chose dans les militaires. Par exemple, les Airbus, ça fait partie de nos distributeurs. Ils ont un côté qui est un opérateur militaire. On a aussi Telespazio en Italie, qui est un de nos distributeurs sur la capacité, et c'est eux qui vont vendre aux militaires. Également, pour la partie grand public, on a les opérateurs télécoms. Alors, si vous achetez aujourd'hui une offre par satellite avec Orange, c'est très probablement notre capacité que vous achetez. Mais c'est sous la marque Orange ou sous marque Swisscom en Suisse, plutôt que notre propre marque, parce qu'on les voit en complément, pas en concurrence, mais en complément avec les opérateurs télécoms. Et ça, pour nous, ça fait une vraie différenciation par rapport à Starlink, qui préfère de tout faire lui-même, y compris vendre, et alors dépasser toute la chaîne des valeurs. Et nous, on essaie de faire un peu différemment. Ça veut dire qu'au niveau des communications, on ne va pas faire des pubs au grand public, parce que ce n'est pas notre marque. Mais je pense, côté communication plus
côté industriel. Effectivement, là, on est avec l'équipe en train de monter un tour pour vraiment sensibiliser tout le monde du rôle important qu'on a, parce que sans la partie spatiale qu'on fournisse, les offres ne vont pas se développer. Mais ce n'est pas forcément des offres sous la marque Eutelsat ou OneWeb qu'on va développer. Dans le secteur, on nous connaît bien, parce qu'on sait qu'on est un des seuls deux réseaux, mais c'est clair, les plus grands publics et aussi politiques, on est beaucoup moins connus. On essaie de rectifier, mais sans vraiment, vous n'allez pas vous attendre à des grosses campagnes publicitaires. Sur la dégradation financière, qui était l'autre partie de votre question, c'est clair qu'on est dans une situation très différente par rapport à Starlink. Il a une capacité de lever des fonds qui est extraordinaire. Et en plus, avec une chaîne des valeurs totalement intégrée, une pouvoir de décision, prise de décision très rapide. Nous, comment on travaille avec l'écosystème, on demande, par exemple, pour les 100 satellites qu'on achète là, c'est une offre d'Airbus. C'est Airbus qui vont les produire cette fois-ci en Europe, dans une usine. Mais on va avoir besoin de financer cela. Là, c'est clair qu'on a une discussion avec nos actionnaires. Heureusement, on a 2 gouvernements européens, je mets les Anglais quand même côté Europe en ces moments-là, mais 2 gouvernements qui sont très intéressés par un aspect de souveraineté et d'être alternatives aux Américains et Chinois, et aussi un grand opérateur télécom qui est très intéressé, mais clairement, on va besoin en parallèle financer IRIS-Carré, qui nous donne que de la capacité à partir des 31, mais il faut commencer à les financer, et en même temps financer aussi la capacité, tant qu'on a besoin, pour arriver à IRIS-Carré. Et ça, c'est clair, ça, c'est une discussion qu'on a en cours actuellement avec nos actionnaires, de dire, ça, c'est pour nous, c'est clé, c'est fondamental à la fois pour nous comme entreprise, mais bien sûr aussi pour les pays dans lesquels on opère, qu'on trouve ce financement-là et qu'on trouve une manière d'y arriver, parce que ce n'est pas les vidéos qui est effectivement en déclin, comme on le dit, qui va tout financer. Il y a une partie qui va être financée par les cash flows de l'entreprise. On a dû expliquer à nos actionnaires qu'il ne fallait pas s'attendre à des dividendes du tout pour le moment. Mais en plus que ça, il y a certainement, surtout si on veut construire plus de capacités plus rapidement, avoir besoin de plus de financement aussi. Merci. La parole est à Bastien Lachaud pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président. Madame, un certain nombre de questions. La France a renoncé à la construction d'un nouveau satellite Syracuse de télécommunications militaires au profit d'IRIS-Carré. Quelles sont les garanties que vous pouvez nous donner sur la souveraineté que la France et les armées françaises auront par le biais de cette constellation? Quelles seront les garanties que tout sera bien construit sur le sol européen? Quelles sont les garanties que ce seront des lanceurs européens qui propulseront cette constellation? Quelles sont les garanties que les composants, et même y compris, quelles sont les garanties que d'autres pays européens n'auront pas accès aux données chiffrées de l'armée française? Ça, c'est la première question que je souhaitais vous poser. Et ensuite, on a bien vu, vous avez un modèle totalement différent de celui de Starlink. J'imagine un petit peu sur le même format que celle de Kuiper, mais nous allons avoir une course à cette orbite basse avec 3 grandes constellations qui vont représenter des milliers de satellites, des satellites pour la plupart jetables. Elon Musk envoie même des satellites qui ne fonctionnent même pas, mais ce n'est pas grave, il en envoie et il a la capacité d'en envoyer tellement que cela ne le dérange pas. Par contre, en termes de pollution de l'orbite basse, cela pose question. Quelles sont aujourd'hui vos analyses sur les risques de pollution, sur les risques de réaction en chaîne qui rendraient l'orbite basse inutilisable et ses conséquences? Je vous remercie. Merci, monsieur, pour vos questions très différentes. Alors, je vais commencer par la première, autour de la souveraineté pour les militaires françaises. Effectivement, IRIS-Carré, ça va fournir dans plusieurs orbites, mais ce qui intéresse surtout les militaires, c'est la orbite basse. Ça va venir en 31. Et avec cela, il y a aussi une couche très importante autour de la sécurité et
encryption pour pouvoir faire la protection de données. Ça fait partie, en fait, c'est une partie assez conséquente du budget, des plusieurs milliards, qui est le développement de ces couches-là, des protections et la capacité en orbite basse sur les Ka-1000, qui est en fait la fréquence fournie par la France pour Iris Carré, va être très sécurisée. La partie capacité plus commerciale, ça c'est plus sur le spectre des KU, c'est notre spectre, je dirais, plus commercial, va être totalement déconnecté de cette fréquence des Ka-1000 militaires qui va être très sécurisée. Et c'est aussi clair qu'il va y avoir au niveau des prix différents. La capacité militaire va être plus chère parce qu'il porte beaucoup plus de coûts de développement de sécurité autour d'eux. Et la capacité commerciale doit être en prix plus concurrentiel dans le monde. Mais là, il y a beaucoup de garanties et c'est des demandes spécifiques sur tout le supply chain. Ça veut dire les contenus qui va être produits en Europe. Il y a d'abord une obligation de faire tous les contenus, ça veut dire côté industriel, satellite ou terminaux, doit être produit en Europe. Et côté lanceur, il y a aussi beaucoup de discussions avec Ariane 6, avec les lancements qui sont maintenant plutôt 29-30. Ils vont avoir de la capacité, parce que le petit problème d'Ariane 6, c'est jusqu'à 29-30, ils ont vendu toute la capacité à Kuiper aux US. Alors nous, on a un petit peu de problème pour nos autres satellites qu'on aimerait bien lancer avec eux, mais ils n'ont pas beaucoup de capacité. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et ça, c'est vraiment la remontée en cadence pour fournir plus de capacités Mais pour effectivement, pour Iris Carré, c'est prévu, et les discussions sont en cours aussi avec Ariane. Comme vous le savez, Iris Carré, c'est à cette première année, c'est vraiment une discussion pour bien terminer qui sont les fournisseurs sur les différentes parties industrielles du Iris Carré. Et d'ici en décembre, on va savoir si les satellites vont être produits en Belgique ou en France ou en Italie, qui va produire les terminaux. On sait déjà aujourd'hui où vont être les stations sol, et ça sera décidé. De renoncer sur Syracuse, je pense que les satellites français Syracuse étaient surtout sur une orbite géostationnaire, et et c'est clair qu'on voit beaucoup, parmi tous les militaires, y compris les Français aussi, un switch entre une volonté d'investir sur des capacités souveraines et propriétaires en orbite géostationnaire pour commencer à mettre plus d'argent sur les orbites basses, parce que c'est là où on retrouve une latence basse qui est quand même clé pour tous les fins militaires. Et nous, on a aussi des discussions avec eux. Alors, oui, en fait, les géos, ça répond moins bien aux besoins, surtout côté vraiment militaire, que c'est qu'on peut fournir en orbite basse. Et je pense que c'est surtout aussi une volonté de remettre plus de focus sur les autres orbites que les géostationnaires. Les modèles des Starlink, effectivement, les lancements des milliers des objets, ça fait ce qu'on appelle les débris spatials, parce qu'en plus, c'est des satellites en orbite basse qui durent que 4-5 ans. Ça veut dire qu'il y a aussi un renouvellement, et ça prend du temps pour une satellite qui est plus en usage des déorbités. Et on voit une grosse différence entre la position que nous, on a chez Eutelsat Group sur tout ce qui est la gestion des débris en l'espace et nos commitments, qui fait partie de nos commitments des ESR, aussi sur la gestion de la pollution ou des débris en spécial. Nous, on est sous les lois françaises qui nous imposent, et on est ravis d'être imposés, mais qui nous imposent aussi au moins enregistrer tous les débris qu'on a en orbite et de partager ces informations-là, qui est un premier élément. Et on travaille avec plusieurs startups sur les options de déorbiter des satellites où on perd le contrôle. Déjà, on a moins de satellites que Elon Musk qui ne fonctionnent pas. Lui, il a un assez gros dégât. Comme il peut lancer quel satellite, vous l'avez dit, un peu jetable, il y a aussi une plus grosse partie des satellites qu'il ne contrôle pas. Et lui, il dit, bon, ça déorbite au plus de X années, parce qu'au fur et à mesure que ça perd la vitesse, finalement, ça va brûler dans l'atmosphère. Mais c'est quand même, non, c'est la réponse que eux ils ont dit, que ces débris ça va se désengager eux-mêmes. Alors il y a tellement de places à l'espace que c'est pas un gros problème. Et je pense que ça illustre presque un peu de tendances un peu différentes, qu'en Europe on dit bon, on commence à s'en occuper un peu le problème avant qu'on crée le problème. Et la réponse américaine se dit bon, on va trouver une technologie qui va répondre à la problème quand le problème sera là.
Et on dit, c'est peut-être mieux de ne pas créer le problème, et si on peut éviter de créer beaucoup de débris et en l'espace, on essaie de se mettre quelques règles. Mais là, c'est vraiment un endroit où on a besoin d'une réglementation ITU, qui est l'organe qui contrôle tous les spectres, qui dit, bon, voilà les règles des jeux en espace. On n'en a pas aujourd'hui, et ça nous manque. On en a en Europe. On est en train de développer cette loi spatiale en Europe qui est, j'espère et je pense, beaucoup inspirée par les lois spatiales françaises. Mais ça ne fait pas de sens de faire quelque chose pour la France que déjà très peu de temps, mes satellites sont au-dessus de la France, ça couvre plusieurs pays. Il faut vraiment avoir une collaboration internationale là-dessus et aussi faire adhérer surtout les Américains et Chinois au même, parce que sinon c'est de la concurrence un peu difficile. Mais effectivement, on voit vraiment des très grosses différences dans l'attitude vis-à-vis de ces éléments que nous, on trouve importants. Ce n'est pas de créer des débris et aussi préserver l'espace aussi pour les générations à venir. Merci. La parole est à Sébastien Saint-Pasteur pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Madame la Directrice Générale, Monsieur le Directeur, au moment où les craintes se multiplient au sujet de la fourniture d'accès Internet à l'Ukraine, dont nous connaissons tous ici l'importance, Eutelsat se montre intéressé pour remplacer Starlink. Avant d'atteindre cet objectif, vous avez des défis capacitaires majeur à relever, puisque la flotte d'Eutelsat est aujourd'hui beaucoup moins dense, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, que celle de l'entreprise d'Elon Musk. De plus, les terminaux d'Eutelsat seraient actuellement utilisés par Kiev, et vous avez plaidé de façon légitime pour plus d'investissements afin de pouvoir concurrencer la capacité de Starlink. Si cet objectif est souhaitable, force est de constater que vos terminaux, pour des raisons que vous avez évoquées également, sont aujourd'hui, si je ne m'abuse, plus chers que ceux proposés par les Américains, ce qui pourrait poser des défis supplémentaires en termes de déploiement rapide à grande échelle. Pour faciliter néanmoins et favoriser votre déploiement, est-ce que le plan ReArm Europe de 800 milliards d'euros annoncé par la Commission européenne vous semble une opportunité pour soutenir l'ambition d'Eutelsat de devenir une alternative à Starlink, notamment en Ukraine? Votre regard de chef d'entreprise est précieux pour comprendre comment vous appréhendez ces annonces européennes. Par ailleurs, la guerre contre la Russie est aussi une guerre de l'information. L'Union européenne avait pris des sanctions d'application immédiate contre les intérêts russes dès décembre 2022, ce qui vous obligeait, à mon sens, à cesser la diffusion de STS et Canal 5, deux nouvelles chaînes de télévision russes. Faute d'action de votre part, l'ARCOM vous a, en France, mis en demeure pour suspendre ces chaînes. Pourquoi ne pas avoir agi et suspendu ces chaînes dès 2022 ? Pour rappel, l'Assemblée nationale a voté le 12 mars dernier une résolution visant à renforcer le soutien à l'Ukraine et appelant notamment l'ARCOM à exercer immédiatement ses prérogatives. Plus qu'une critique, nous aimerions comprendre ce qui vous a conduit à ne pas agir plus rapidement, et est-ce que nous avons à travailler à un renforcement du cadre légal afin que les actions soient plus rapides et probablement automatiques face à cette guerre hybride face à laquelle il est parfois complexe d'agir. Je vous remercie. Merci, monsieur. Effectivement, deux questions très différentes. Je vais commencer par la deuxième partie qui est plus liée à notre business du broadcasting, des chaînes télévisées. Et nous, on implémente toutes les sanctions imposées par Arcom et donc par la Commission européenne dès qu'ils sont annoncés. C'est une politique qu'on a eue depuis toujours et qui compte pour, bien sûr, la Russie, mais également aussi pour d'autres pays qui subissent des sanctions en Moyen-Orient ou Afrique. Et c'est une manière très efficace aussi pour nous d'expliquer d'une manière très simple à tous nos clients broadcasters, c'est-à-dire si vous avez des chaînes et vous voulez mettre dans vos bouquets des chaînes sanctionnées, on ne peut pas le porter sur nos satellites. Et le processus tel qu'il fonctionne, c'est que les sanctions imposées par Arcom, on a typiquement 72 heures pour les mettre en place. Et pour les deux dernières chaînes qui ont été mises en demeure la semaine dernière, on a eu la lettre officielle en fait hier, mais déjà hier, on les avait mis en place et ils sont retirés de nos bouquets en Ukraine. Et c'est la manière qu'on a toujours travaillé. On a une très bonne collaboration avec Arcom sur ces sujets-là. Ils ont une compréhension assez parfaite. De temps à l'autre, on travaille assez souvent, on travaille même en amont avec eux sur ces chaînes-là, parce que ce n'est pas uniquement les chaînes en Russie qui sont problématiques. De temps à l'autre, il y a des chaînes dans le reste du monde qui reprend des nouveaux vêtements ou un nouveau nom, mais qui est effectivement une chaîne qui peut-être a déjà subi une sanction ailleurs. Et là, on travaille d'une manière étroite avec Arcom pour bien mettre en place ces sanctions-là dès qu'ils sont mis en place.
Certes, il y a eu, et c'est surtout, il y a eu des lobbyistes qui ont trouvé qu'on devrait aller plus loin et aussi enlever les chaînes non sanctionnées russes. C'est surtout des chaînes des sports ou des entertainment du grand public russe. Et là, c'est une question plutôt des neutralités qu'on a toujours adopté, de dire que les chaînes sanctionnées, on les retire dès qu'ils sont sanctionnés, et c'est très clair avec nos clients. Mais sur les chaînes que juge Arcom ne sont pas sanctionnées, on peut toujours les porter sur nos satellites. Et ça, c'est la position qu'on continue à défendre, parce que ça, c'est une clarté pour nos clients à travers le monde. Si je reviens sur la partie des connectivités, certainement, notre flotte des satellites est moins dense que celle des Starlink. Une partie, c'est lié à l'orbite. Nous, on est sur une orbite de 1200 km. Ça veut dire qu'on a besoin de moins de satellites pour couvrir l'ensemble de la Terre. Et par rapport à Elon Musk qui est autour des 450 km, il a besoin de plus de satellites, simplement pour qu'il y ait toujours un satellite qui est regardé partout. Mais en plus, il lance plus de satellites pour construire sa capacité. Il construit de plus en plus de capacités. Et c'est parce qu'il a vraiment arrivé à industrialiser sa chaîne. Il arrive à produire à des coûts plus bas que c'est qu'on arrive à procurer chez nos industriels. Et il arrive à lancer, parce qu'il a son propre lanceur qu'il utilise dès qu'il n'a pas d'autres clients, il met ses propres satellites et ça fait tourner la chaîne industrielle. Et c'est cette industrialisation qu'on a vraiment devant nous en Europe. Et c'est pour ça que je pense que c'est important, avec des grosses commandes qui sécurisent cette future, pour qu'on puisse construire une chaîne industrielle derrière. C'est aussi ça qui explique les coûts moindres à ces terminaux. Parce que lui, il a lancé une offre grand public, et c'est qu'on appelle, je sais pas, c'est pas du très bon français, du best effort. Ça veut dire que c'est pas garanti. Lui, il distribue des terminaux grand public et tout, et ça veut dire qu'il a construit des millions de terminaux. Là, on a construit plutôt des dizaines de milliers, mais il est arrivé à un coût beaucoup moindre à ces terminaux. Vous pouvez aujourd'hui les acheter autour des 500 €. Peut-être ça coûte un peu plus cher, mais ça coûte moins cher que nos terminaux les moins chers, qui coûtent autour de 3000 €. Alors ça, c'est clair qu'il y a une grosse différence. La plus grosse différence, c'est les volumes qu'on n'a pas sur les terminaux et un peu de taille. On a des terminaux un peu plus grands que les siens. Et c'est ça, mais la plus grosse différence, c'est vraiment ce volume qu'il a pu mettre derrière ces satellites. Cette industrialisation de l'ensemble de la chaîne, qui est certainement aussi vrai pour ses lanceurs. C'est pour ça qu'il peut lancer beaucoup moins cher qu'Ariane 6, parce qu'il fait des centaines de lancements par année. Ariane fait 5. Alors ça fait quand même un coût par lancement moins cher. Et c'est la même chose sur les satellites et les terminaux. Et c'est cette chaîne-là, on a vraiment besoin d'une industrie vraiment compétitive là-dessus. Merci. Merci. La parole est à Jean-Louis Thiriot pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Directrice générale. Nous sommes absolument convaincus de la nécessité d'avancer dans le spatial pour éviter de devenir une colonie technologique, une colonie spatiale américaine ou chinoise. Je tenais à vous interroger sur un sujet qui nous préoccupe particulièrement, qui sont les perspectives avec l'Italie. Les médias se sont fait écho il y a quelques mois du projet de rapprochement de l'Italie avec la constellation Starlink et du projet d'un marché d'1,5 milliard d'euros pour l'armée italienne en matière de communication militaire cryptée avec Starlink. Le rapprochement entre Madame Meloni et Elon Musk n'a évidemment échappé à personne. Pourriez-vous nous faire un point de situation sur ce projet ? Pourriez-vous nous dire en quoi Starlink serait ou pas mieux à même que Telsat de répondre aux besoins de l'armée italienne à court terme et surtout à moyen long terme, dans quelle mesure une telle coopération pourrait avoir un impact sur cette future constellation Iris-Square dont on sait tous qu'elle est absolument vitale.
je crois que nous avons besoin d'avoir une vision mieux informée sur le sujet. Enfin, petite question, ce n'est pas le cas aujourd'hui avec les satellites Eutelsat. Est-ce que l'ambition sur Iris-Carré est d'avoir des satellites ITAR-free ou en tout cas de s'en rapprocher au maximum? Merci à vous. Alors, merci pour votre question. Effectivement, il y a eu beaucoup de discussions en Italie autour de leur souveraineté spatiale aussi. Italie, c'est un acteur clé. Ça fait partie de ce qu'on appelle les core teams ou l'équipe un peu hiérarchie en Space Race. En Space Race, on est 3 opérateurs qui sont investisseurs, qui ont promis de mettre l'argent à côté. Ça, c'est nous, SES et Hispasat, qui fournit ensemble entre nous 4,4 milliards d'euros en investissement. Telespazio, comme Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, ils sont dans les core teams. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait un commitment d'investissement, mais ils sont très volontaires pour fournir des capacités. Et pour Italie, ce qui est important, c'est qu'il y a un des 3 sols terrestres qui va être Fucino, en Italie, opéré par Telespazio. Et ça, c'est déjà c'est déjà décidé de cette architecture dans l'Iris-Carré. Alors, l'Italie va jouer un rôle important en Iris-Carré, même s'ils n'ont pas un opérateur qui a souhaité de garantir un investissement. Mais en termes de fournir des éléments pour Iris-Carré, ils sont très importants. Et bien sûr, au sein de l'Europe, dans la partie qui est financée par Europe, le soutien d'Italie comme des autres grands pays en Europe est extrêmement important, le soutien vraiment politique. C'est vrai qu'il y a eu des discussions qui, je pense, ont démarré à un niveau politique, comme vous l'avez dit, mais qui derrière a fait écho autour d'une potentielle de créer un peu un Star Shield italien avec 1,5 milliard d'investissements côté Starlink. Je dirais, ça c'est un peu la version qui a été faite pour les militaires américains. Et ça ne garantit vraiment pas une souveraineté italienne parce que ça fait partie d'un système américain. Ça lie l'Italie d'une manière très proche avec les US, mais comme vous avez vu sur l'Ukraine, ça nécessite une continuation des bonnes relations avec un Elon Musk pour avoir la garantie et la souveraineté là-dessus. Cela dit, je pense que c'est ça qui était un peu les arguments italiens. Ça peut potentiellement se livrer beaucoup plus rapidement parce que Star Shield, ça opère déjà pour les Américains et ça veut dire que ça peut probablement arriver plus tôt que 31. Parce que aussi, ça n'a pas la contrainte d'un contenu européen du tout. C'est un contenu entièrement américain. Alors là, on est libéré de cette contrainte-là de développer un écosystème européen qui est une des plus grosses contraintes sur les timelines, mais que je pense personnellement est extrêmement important pour la souveraineté vraiment long terme en Europe. Si on doit toujours dépendre sur un chipset qui est produit à Taïwan, sur des antennes qui sont produites au Canada, sur des terminaux produits aux US, certes, on peut fournir aujourd'hui de la capacité autant qu'on a l'inventaire, mais s'ils décident de plus nous fournir ces éléments-là, on va être mal. Et c'est pour ça que je pense Iris-Carré, ça prend du temps, mais il est très important de garder cet objectif-là. Ce n'est pas uniquement avoir la capacité des mains, c'est vraiment de développer l'ensemble de l'écosystème européen. Derrière, qu'est-ce qu'on fait d'ici là? Et c'est là où la discussion actuelle en Italie, parce que 31, ça peut être un peu lent si on trouve que l'Ukraine, c'est pas si loin, c'est difficile à imaginer sur d'autres territoires. Là, on est en discussion avec l'Italie. Qu'est-ce que fait l'Italie dans le court terme? Qu'est-ce que peut faire Telespazio, qui est un de nos gros distributeurs, qui distribue pas mal de nos capacités, y compris en latence basse. Pour les fins militaires, on a tout à fait une couverture aussi par Italie, à la fois par les moyens géostationnaires et en orbite basse avec OneWeb. Ça ne peut potentiellement pas répondre, ou ça peut aussi répondre à des fins consommateurs, parce qu'on a de la capacité en géostationnaire qu'on a essayé de faire distribuer par Team en Italie, qui peut répondre même à des besoins Internet au grand public, comme fait Orange en France. Alors, il y a des réponses européennes aussi dans les courts termes, mais c'est clair que dans ces cas-là, je ne peux pas amener Elon Musk en Italie pour vendre cela. Ça, il va falloir travailler avec l'écosystème comme on est avec Telespazio et Leonardo. Notre compréhension, et dans le dialogue qu'on est avec les Italiens, c'est qu'actuellement, et ça c'est normal pour un militaire et un gouvernement qui se pose les questions de qu'est-ce qu'on fait d'ici Iris-Carré,
c'est une étude du marché, j'appelle ça une étude du marché, une étude des solutions possibles, qui est en amont d'un RFP qui pourrait éventuellement arriver plus tard dans l'année. Et c'est normal dans une situation comme ça, je pense que ce sera la même chose en France, qu'on commence par regarder quel est le marché là-dedans pour bien pouvoir développer un RFP, dire qu'est-ce qu'on va demander, et quelle est la partie, et quels sont les requirements qu'on va mettre dans ces RFP quand il arrive pour la souveraineté, pour la garantie des services, mais aussi sur des fonctionnalités technologiques. Vous avez probablement vu que l'Italie a aussi demandé Leonardo de faire des satellites, une quarantaine de satellites pour l'observation de la Terre et pour les fins militaires, qui bien sûr ne va pas donner une couverture globale, mais qui va être un supplément militaire aussi pour l'Italie. Et je pense que l'Italie est en train de se demander. C'est comme ça qu'on a qu'on a compris les processus, où on est en dialogue avec à la fois des militaires, mais aussi des gouvernements italiens, sur qu'est-ce qu'il faut acheter jusqu'à qu'il arrive. Mais je pense que c'est important de garder les relations et de rester soudés en Europe autour d'Iris Carré, parce que c'est vraiment ça qui va garantir la souveraineté européenne dans la durée. Merci. Merci. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Monsieur le Président, Madame la Directrice, l'espace devient un lieu de conquête intense de par l'environnement géopolitique de plus en plus compétitif porté par des technologies militaires intenses. La présence des États-Unis, de la Chine et de la Russie est significative dans le domaine spatial. Les États ont tenté de préserver l'espace comme un domaine pacifique. Des traités et des accords avaient été négociés et signés en ce sens sous l'égide du QP2A. En Europe, les enjeux du domaine spatial sont cruciaux pour garantir notre sécurité et notre autonomie stratégique. Il y a aussi la priorité de la protection des infrastructures spatiales contre les cyberattaques et autres menaces émergentes. La dépendance s'accroît à l'égard des technologies spatiales pour des opérations militaires sensibles et le renseignement. Cela nécessite des moyens de défense robustes et de nouvelles stratégies de sécurité pour nos systèmes de défense spatiale. Face à la montée en puissance de SpaceX, vous aviez déclaré que la question était de savoir si nous serons capables d'industrialiser, et vous nous exposez ça, la chaîne spatiale en Europe pour produire des milliers de satellites et rester compétitifs. L'Agence spatiale européenne et quelques États, dont la France, travaillent en coopération pour développer nos capacités technologiques avancées. De plus, l'usage dual des satellites dans le domaine civil et militaire, couplé au recours à l'intelligence artificielle et le phénomène de conversion des satellites, sont un terrain à surveiller. Nous avons besoin de projeter la présence européenne pour notre renseignement et la surveillance, notamment pour surveiller les objets spatiaux et éviter les collisions. Selon vous, comment passer le cap industriel dont nous avons besoin en Europe pour tout cela ? Et ensuite, il apparaît urgent qu'il y ait une utilisation durable de l'espace extra-atmosphérique. Et donc, comment peser en ce sens face à la compétition étatique et technologique que nous connaissons ? Et aussi, grand merci pour vos précisions sur les enjeux de pollution en orbite basse. Je vous remercie. Merci. Merci, madame. Je pense effectivement une réglementation, et là, on attend d'abord les projets de loi européens, est extrêmement important. Parce que je pense qu'on a vu en Europe qu'à travers les réglementations, on arrive quand même sur d'autres domaines aussi à imposer un certain niveau d'enjeu. Et sur les spatiales, c'est encore plus important que dans d'autres domaines, parce que c'est vraiment un domaine où on partage un futur avec des autres. Et derrière, je pense, je l'espère presque, que ITU et peut-être aussi des discussions bilatérales qu'on a eues avec les gouvernances américaines précédentes puissent se développer autour de comment est-ce qu'on gère autour des débris de l'espace, autour de cette réglementation-là. Mais c'est vraiment devenu une conquête, et vous avez raison, les Russes ont aussi dans le passé eu un secteur spatial très actif. Et on ne les voit pas du tout aujourd'hui, parce que je pense qu'ils ont un peu arrêté les gros dépenses et les développements. Mais je pense qu'il faut aussi se rappeler que les secteurs spatials, c'est un puits d'innovation aussi pour plein d'autres secteurs. Le fait de vraiment mettre de l'argent derrière l'innovation pour l'espace, ça fait aussi émerger beaucoup d'autres technologies. Si on regarde la dernière grosse vague d'investissement américaine, la période autour de la conquête de la Lune, il y a beaucoup de technologies qui aujourd'hui
nous servent tous dans plein d'autres domaines, que ce sont les filtres à l'eau, les panneaux solaires, les memory foam, isolation dans le matelas, des choses comme ça, qui ont d'abord été développés pour le spatial. Parce qu'on avait besoin d'envoyer des humains dans des contextes très rudes. Et ça a vraiment poussé une frontière de l'innovation qui, derrière, qui sont repartis dans plein d'autres secteurs. Et je pense que cette fuite d'innovation, on l'a en Europe. Et on doit industrialiser pour avoir un secteur pérenne et compétitif. Et ça, c'est un énorme défi devant nous. Et ça prend du temps et ça prend de l'argent. Alors, cette volonté de vraiment continuer à investir, comme on a vu, parce que Starlink et SpaceX, c'est pas nouveau. Ils ont démarré en 2003. Ça fait depuis un bout de temps qu'on a eu cette volonté de revenir en espace aux US, cette volonté de continuer à investir pour y arriver. Ils y sont arrivés. Certainement, Europe, ça peut faire la même chose sur nos premiers, qui sont aussi une manière sustainable d'utiliser les ressources en espace. Merci. La parole est à Sabine Tillet pour le groupe Les Démocrates. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale. Vous avez déjà répondu à beaucoup des questions que j'avais à vous poser, mais j'aimerais revenir vers le contrat de concession que vous avez signé au mois de décembre, je crois, avec le consortium Space Rice. Donc, 12 ans de concession, 10,6 milliards d'euros. Donc, l'Union européenne pour 6 milliards d'euros. Et l'ESA pour 550 millions. Et donc, le secteur privé pour 4 milliards, si j'ai bien compris. J'aimerais bien savoir comment ça s'articule, particulièrement par rapport à l'ESA. Visiblement, la Commission européenne souhaite que l'ESA soit le chapeau un peu de tout, coordonne. Mais l'ESA, c'est 22 pays européens, c'est particulièrement financé par la France et l'Allemagne. Et surtout, chez l'ESA, on a quand même la question du retour géographique. Même s'ils ne donnent pas, c'est pas le plus gros morceau des financements, mais ce retour géographique, moi, je le trouve un peu préoccupant dans le cadre où on est un peu dans une urgence quand même. Et on a déjà pris du retard pour 2029, maintenant on parle de 2030. Comment tout ça va s'articuler? Et question un peu annexe, votre activité demande quand même des investissements particuliers. Vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'être compétitif sur un marché très concurrentiel. Quels sont aujourd'hui vos principaux axes d'investissement? Merci. Merci, Madame, pour vos questions. Effectivement, il risquerait sur les 10,6 milliards, il y a une partie qui est non négligeable de la part d'ESA, mais ESA a également un rôle de, je ne dis pas d'architecte, mais au moins conseiller technique vis-à-vis de la Commission. Alors souvent, quand on rencontre la Commission, ESA est présent à ses côtés comme conseiller technique. On est aussi en train d'intégrer des ressources ESA dans nos équipes de Space Rice, parce qu'ils ont des compétences techniques et des gestions de projets, même si c'est mené par nos équipes, on ne dit pas non à des ressources compétentes sur nos équipes. Et effectivement, ça fait partie aussi des contraintes sur ESCAREC, qui est bien sûr les contenus européens, les 30% des SME qui doit aussi être présent. Et ça demande également aussi un mapping d'un retour géographique. Parce que c'est clair que si on essaie de repartir sur 28 pays, l'industrialisation, ça va être difficile. Et je pense, et ça c'est au moins mon point de vue, que ce retour géographique avec un puzzle des fournisseurs derrière Ariane 6, ça fait partie des problématiques qui sont difficiles à gérer ou qui complexifient en livraison plutôt que faire une chaîne industrialisée. Elon Musk, il ne s'est pas empêté à mettre des choses dans 50 États. Il a mis en Texas et Californie et basta. Il lance en Floride et temps à l'autre. Mais c'est une simplicité qu'on devrait aussi chercher si on veut être compétitif et rapide. Si on s'est complexifié trop la tâche devant nous, c'est clair que ça ne nous aide pas. C'est une discussion qu'on a avec ESA aussi. Et bien sûr, maintenant, et heureusement, ils ne font pas la totalité mais il y a une partie où on doit aussi faire cette planning et mapping des retours sur territoire.
Heureusement, parmi les membres d'ESA, ceux qui financent le plus, il y a la France, il y a l'Allemagne, et on a des opérateurs et on a des entreprises dans ces pays-là qui fait qu'on peut représenter cette retour sur, il y a OHP en Allemagne, il y a aussi des projets des micro-lanceurs ou mini-lanceurs en Allemagne, en France on a les gros industriels, en Italie il y a les Leonardo, les gros industriels, là on pense que pour une grosse partie on peut faire cela. Pour nous c'est aussi une particularité que l'Angleterre est membre de ESA aussi, mais pas d'Iris Carré. Mais comme nous, on a aussi des activités en Angleterre et à Bus, on a également, il y a aussi des options d'éventuellement réutiliser des innovations faites par ESA et subventionnées par les Anglais pour ramener cela. Alors c'est un planning qui pas sans défi, mais je pense que c'est un vrai atout et c'est très bien que ESA est très intégré avec la Commission sur cette projet-là qui est extrêmement critique pour l'Europe. Merci. Merci. La parole est à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Directrice Générale, pour vos explications. Félicitations, vous avez moins l'accent danois que moi l'accent franc-comtois. Bravo. Donc, le programme de constellation satellite IRIS est devenu indispensable. En effet, la sécurisation des communications militaires est devenue essentielle pour gagner les guerres de demain, comme le témoigne le conflit actuel en Ukraine. Vous l'avez développé parfaitement tout à l'heure. Le programme IRIS devra donc répondre au niveau d'exigence très élevé de nos armées. Ainsi, j'aimerais évoquer avec vous les besoins spécifiques des forces engagées dans des zones sans infrastructure de communication, ce qui est le cas en Ukraine aujourd'hui. Le commandement des opérations spéciales et les unités de renseignement ont besoin de terminaux satellites portables, durcis, discrets, capables de fonctionner sous brouillage. Or, à ce jour, aucune solution européenne n'offre ces garanties. Certaines armées occidentales, y compris la nôtre, ont recours à l'offre américaine qu'est Starlink, la constellation de SpaceX. Bien qu'efficace sur le terrain en Ukraine, Starlink présente aussi des limites, notamment une émission continue détectable et une vulnérabilité face à des capacités de guerre électronique avancées. De plus, dans le contexte actuel, la dépendance de la France vis-à-vis d'un fournisseur américain ne devrait plus être une option. Ainsi, bien que la constellation IRIS permettra une plus grande interopérabilité des armées européennes, pouvez-vous affirmer que votre service répondra aussi aux besoins spécifiques des armées françaises ? Aussi, le programme IRIS, bien que financé par les États, sera mis en œuvre par un groupement industriel. Certains services seront accessibles aux acteurs publics comme privés. Donc, en cas de crise, la question de savoir qui décide des priorités d'action se pose. En cas de conflit, par exemple, existe-t-il un mécanisme permettant à un État membre, comme la France, d'accéder prioritairement, voire exclusivement, à une portion de bande passante ou à des services dédiés ? Comment s'assurer que des arbitrages privés restent éloignés de certaines décisions que seuls les États doivent prendre ? Merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans. Effectivement, pour des fins militaires, il y a besoin des terminaux spécialisés, de temps à l'autre, des terminaux avec un niveau de sécurité niveau militaire, de temps à l'autre, simplement la mobilité. On appelle ça les manpacks qu'ils peuvent mettre dans des sacs à dos et se déplacer avec. Et ça, c'est des terminaux qu'on développe. On a une gamme de terminaux aussi militaires, mais aussi pour des usages grand public. Une grosse partie, et là où Starlink a démarré, c'était des terminaux à usage grand public. Ce n'étaient pas des terminaux militaires. Ils ont aussi une terminale militaire bien plus chère que celle que vous pouvez acheter en ligne, et bien plus chère, qui est plus militarisée, qui évite aussi des éléments de brouillage. Et pour nous, quand on a démarré notre service en Ukraine, cette partie anti-brouillage, c'est un élément qu'il a fallu développer en urgence pour être sûr que on pourrait fournir cette supplément pour les terminaux qui partaient en Ukraine, parce que c'était particulièrement important de pouvoir contrer ce brouillage rencontré sur les champs là-bas. Mais ça, on en a, et on travaille en plus aussi avec des développeurs des terminaux en France. On a un projet avec GreenerWave, qui est un projet français, sur un développement d'un terminal aussi en France. En fait, la partie terminaux, c'est un domaine où l'Europe a été particulièrement distant. En fait, il y a 2-3 ans, il n'y avait pas de développement en terminaux en Europe. La plupart étaient développés
par les Coréens, les Américains et d'autres. Nous, on commence à voir des terminaux développés et produits en Espagne, mais ils ne sont pas encore tout à fait au point. Et on a ces projets avec Greenawave. Et pendant IRIS Carré, ça fait partie d'un des plus gros dossiers. C'est vraiment développer cette chaîne européenne. Finalement, notre produit, et ça c'est un élément important, les produits que Starlink a fait au début, c'est vraiment produits grand public. Ça veut dire que c'est sans priorité. C'est ce qu'on appelle les best effort. Ça veut dire que c'est comme vous avez sur votre 5G. Si vous êtes beaucoup sur le même tour, vous allez avoir moins de capacité et ce n'est pas vraiment des priorités. Nous, c'est une offre B2B qu'on a développée dès le départ. Ça veut dire qu'on approvisionne chaque terminal avec la capacité garantie. Ça veut dire qu'on peut mettre moins des terminaux sur le même sol. On essaie de chirer pour ne pas avoir l'encombrement sur nos satellites pour toujours pouvoir garantir cette capacité-là. Et on réserve effectivement la capacité pour nos clients. Et ça, c'est une vraie différence. Ça veut dire qu'il y a une capacité garantie, mais on peut mettre moins des terminaux. Aujourd'hui, il y a quelque part entre 40 000 et peut-être 100 000 terminaux Starlink partout en Ukraine. On ne sait pas trop où. Mais c'est clair que si on met tout dans le même endroit, là, vous allez avoir l'encombrement. Et nous, on cherche nos terminaux pour une manière qu'on puisse garantir qu'il a la capacité pour. Pour les fins militaires et en général pour les B2B, ça, c'est un élément extrêmement important. C'est une manière qu'on s'est différencié. Starlink sait le faire, mais la plupart du temps, ils ne le font pas parce que c'est une offre grand public. Et nous, c'est un peu une différenciation qu'on a qui est extrêmement importante pour les militaires. Et on est capable, avec notre réseau, de ségréger ou séparer un peu les flux. Parce que si vous dites les besoins d'infrastructures, il y a plusieurs. Il y a la partie militaire qui, en fait, souvent ne mange pas énormément des capacités. Quand on regarde toute l'utilisation sur la connectivité, je pense que je ne vous apprends rien, les 3 plus gros sites qui prennent à peu près entre au moins 2/3 de la capacité, c'est Facebook, YouTube et les streamers de vidéo. Et c'est normal parce que c'est là où on utilise comme des humains partout la plus grosse partie de la capacité, c'est pour les streaming vidéo. Les fins plus B2B, Teams, militaires, c'est en fait des capacités beaucoup moins importantes. Et si on arrive à mettre ça en priorité, là, vous allez vous débrouiller avec beaucoup moins de capacité. Mais si on veut aussi fournir cette offre grand public et les besoins de pouvoir regarder Netflix en Ukraine ou HBO, là, il va falloir plus grosse capacité comme peut fournir Starlink, mais qui peut aussi tout à fait être fournie à travers des capacités géostationnaires. On le fait avec Connect BHTS, que si vous regardez la télé avec une offre de connectivité Orange par satellite, vous allez passer par un géostationnaire, vous allez attendre 500 millisecondes de plus pour votre film Netflix. Je m'excuse, mais c'est le temps qu'il faut pour faire l'aller-retour sur la satellite. Mais une demi-seconde, c'est viable pour, je trouve, la plupart des plateformes de streaming vidéo. C'est nécessaire pour les militaires d'être mis en priorité pour la capacité en latence basse. Et c'est ces développements-là qu'on est en train de faire et qui sont faits par l'Ukraine, de mettre des priorités sur les fins vraiment prioritaires, des communications et de l'armement, et puis passer en deuxième priorité les plateformes qui sont très demandeurs en capacité, qui sont souvent liés à du streaming vidéo. Merci, Madame la Directrice. Nous avons encore un certain nombre de questions, 5 questions. Je vais vous proposer de passer par une première salve de 3 questions et je laisse la parole à Michel Martinez. Madame la Directrice générale, permettez-moi une lapalissade. L'information est une arme de guerre. Nous savons que des chaînes et d'autres pays tiennent un discours souvent négatif et même parfois hostile envers notre pays, ou plus indirectement, qu'elles remettent en cause nos valeurs et notre mode de vie. La question se pose bien sûr pour les chaînes russes. Elle se pose également pour d'autres canaux. Je pense à Al Jazeera, qui est un relais de l'islamisme le plus fondamentaliste qui soit et qui a déjà frappé durement notre pays. En tant qu'opérateur, vous avez déjà arrêté la diffusion de certaines chaînes. Ce fut le cas de la radio-télévision serbe en 1999, après l'intervention de l'OTAN en ex-Yougoslavie, d'Al-Manar, chaîne du Hezbollah libanais, en 2004, de Première Caucase, chaîne russophobe de Géorgie. Pourriez-vous nous expliquer quel est le processus de décision
aboutissant à l'arrêt de la diffusion d'une chaîne sur votre réseau. Si la France vous en fait la demande concernant une chaîne hostile, notamment si notre pays est attaqué, êtes-vous prêt à donner une suite favorable? Je vous remercie. Merci. La parole est à Valérie Bazin-Malgras. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice. Le XXIe siècle est marqué par la montée en puissance de la guerre hybride. La désinformation est, dans ce cadre, une arme de guerre qu'il ne faut pas négliger. En 2022, vous avez fait le choix de maintenir la diffusion des principales chaînes d'État russes. Vous invoquiez à l'époque un principe de neutralité, mais omettiez la violation pourtant rédhibitoire des principes de pluralisme inscrits dans la Convention de Telsat-Igo et que ces chaînes diffusent de la propagande de guerre. Vous êtes allé jusqu'à déclarer contre toute évidence que les chaînes en question sont essentiellement des chaînes de divertissement, de sport et pour les enfants. En novembre dernier, le comité d'Hydro et 4 associations partenaires ont mis en évidence que Telsat Group ne respecte pas les sanctions européennes contre les entreprises russes de médias. Comme en 2022, vous défaussez sur les régulateurs français et européens. Face à la montée en puissance de la guerre hybride, n'est-il pas nécessaire de renforcer la responsabilité des opérateurs de diffusion d'informations provenant d'acteurs hostiles? Je vous remercie. Merci. Donc, j'ai plus que 2 autres questions finalement. Donc, du coup, je vous laisse répondre, Madame la Directrice Générale, ce qui permettra à mes collègues d'avoir des réponses plus concises. Oui. Je pense que la question que vous posez, Mesdames, c'est à peu près les mêmes thèmes. Et comme j'ai déjà expliqué suite à la question avant, on met en place ou on descend toutes les chaînes qui sont sanctionnées par l'ARCOM. On a un régulateur ARCOM qui a compétence de regarder les chaînes, de regarder quelles sont les chaînes, comme Al Jazeera et d'autres, qui fait des informations terroristes et d'autres. Et ça fait depuis très longtemps qu'on travaille d'une manière étroite avec eux sur ces chaînes qui devront être sanctionnées. Et on les descend dès qu'ils sont sanctionnés par l'ARCOM, on les descend. On n'essaye pas de faire plus ou moins bien que ARCOM. Ils ont beaucoup de gens très compétents qui regardent. On porte plus que 6500 chaînes là-dessus. Ils regardent chacun des chaînes pour juger s'ils sont diffamation d'information ou d'autres. C'est pour ça qu'on a descendu toutes les chaînes des news russes qui ne sont plus distribuées sur notre capacité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas distribués en Russie, parce que les Russes ont aussi leur propre capacité satellitaire. Et ce qui se passe malheureusement souvent, c'est que ces chaînes-là passent de notre satellite à une satellite russe qui est sur la même position orbitale. Alors ça va continuer à être... Et je pense que c'est une partie de la mauvaise information qui circule, parce qu'en fait, ils sont sanctionnés et on ne le porte plus sur notre capacité, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas, que les Russes ne puissent pas les voir, parce que malheureusement, ils sont maintenant distribués sur des satellites russes où on n'a pas de pouvoir et ils n'écoutent, ces distributeurs-là ou ces opérateurs-là n'écoutent pas ARCOM à cause de la crise en Ukraine. Et alors, c'est la loi française et européenne qui donne ce pouvoir à l'ARCOM, qui vient de les renforcer pour mettre à la fois la partie chaînes qui sont sanctionnées, mais aussi entreprises sanctionnées, dans les mains d'ARCOM. Et on a une très bonne discussion, parce que pour nous, ça simplifiait largement les discussions, parce qu'ARCOM qui est compétent sur les deux. Et je ne sais pas, plus tard qu'avant-hier, j'étais à voir le nouveau DG d'ARCOM pour bien confirmer qu'on a mis en demeure et qu'on a retiré les chaînes qui ont été sanctionnées la semaine dernière, même si on a reçu des courriers que c'est lundi matin. On les a déjà descendus comme prévu. Alors, je pense que ça couvre un peu, si on veut avoir le temps pour les dernières 2 questions, je pense que ça couvre un peu le 2. Merci, mesdames. Merci. Alors, finalement, j'ai une autre question qui s'est inscrite. Alors, on va faire les 3 dernières questions. Je laisse la parole à Nadine Lechamp. Merci, Monsieur le Président. Madame la Directrice Générale, au regard de l'avancée dont disposent aujourd'hui Américains et Chinois dans leurs constellations respectives, les pays européens partent avec un retard considérable qui sera difficile de compenser sans innovation et prise de risque. Depuis plusieurs années maintenant, diverses jeunes entreprises, notamment françaises, souhaitent miser sur les microsatellites et les micro-lanceurs. Ceci offre un gain de temps et de finances au lancement considérable. Je pense par exemple à l'entreprise Latitude, qui depuis 2019 travaille sur ce segment.
Pour reprendre les termes de cet entrepreneur, ces segments de marché ne sont pas couverts alors même qu'ils ont un potentiel conséquent. Je souhaitais donc savoir si la thèse des micro-lanceurs et des microsatellites avait été étudiée par Eutelsat, notamment dans le cadre du projet Iris-Carré. Et si plus largement vous considéreriez en tant que spécialiste que cette voie pourrait être prometteuse pour nos industriels et dans notre intérêt. Je vous remercie. Merci. La parole est à Pascal Jemst. Merci, Monsieur le Président. Madame Berneke, depuis presque 2 années, la société Eutelsat a fusionné avec la société britannique OneWeb, créant ainsi Eutelsat Group. Du fait de cette fusion, le groupe dispose de satellites en provenance de OneWeb. Mais la Grande-Bretagne détient un golden share, qui n'est autre qu'un veto, sur certaines décisions stratégiques en lien avec l'utilisation de ces satellites. Le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne et on connaît ses relations particulières avec les États-Unis, notamment en ce qui concerne, par exemple, l'utilisation de l'arme nucléaire. Si on ajoute à cela la présence de Starlink, on peut commencer à se poser des questions. Même si Starlink domine le marché, il faut bien reconnaître qu'Eutelsat est un acteur clé en Europe et dispose d'atouts non négligeables. Au vu de ces éléments, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les mesures mises en place pour s'assurer que les décisions les plus sensibles pouvant être prises par Eutelsat soient protégées de tout intérêt étranger? C'est une question capitale quand on sait qu'Eutelsat peut être un acteur majeur pour la sécurité des communications et notamment en cas de conflit. Voilà, je vous remercie. Merci. Et enfin, Bastien Lachaud. Oui, merci Monsieur le Président. Madame, merci pour votre réponse à mes questions précédentes. Ça a en soulevé un certain nombre d'autres. Sur la Camille que vous avez évoquée, elle ne sera pas spéciale France, c'est-à-dire que d'autres armées européennes pourront aussi l'utiliser. Donc comment bien sécuriser les flux entre les différentes armées? Quel coût pour les armées françaises, vu que vous avez dit que ça coûterait plus cher d'utiliser une fréquence militaire, donc quel coût estimé aujourd'hui pour les armées françaises? Et enfin, vous avez dit que l'idée était de tout fabriquer en Europe. Quels sont aujourd'hui les segments de dépendance critique que vous identifiez vis-à-vis de nos partenaires? Merci, Madame la Directrice Générale. Merci. Ben voilà, 3 questions très différentes. Alors, je commence par les micro-lanceurs, parce qu'effectivement, ça, c'est un segment qui se développe bien. Il y a beaucoup de projets. Je pense qu'il y a même une vingtaine de projets à travers l'Europe sur les micro-lanceurs. Et c'est clair que les micro-lanceurs font partie des réflexions autour d'Iris-Carré, parce que c'est surtout très utile pour les lancements des satellites tests. Quand il ne faut pas lancer beaucoup de satellites d'une fois, on se lance peut-être 1, 2, 3 satellites pour des satellites tests, ou des satellites plutôt pour les narrowband. Là, les micro-lanceurs sont très efficaces, c'est la meilleure réponse. Et nous, on pense même aussi, au-delà d'Iris-Carré, aussi, on a une discussion en cours en France avec Latitude, mais aussi avec Maya, sous groupe Ariane, parce que ça donne plus de flexibilité. Avec les gros lanceurs, par kilo ou par satellite lancé, c'est beaucoup moins cher, c'est clair. Alors, quand il faut lancer beaucoup de satellites d'un coup, les gros lanceurs par kilo ou par satellite, beaucoup plus efficaces. Mais si on veut la flexibilité, c'est là où les micro-lanceurs sont vraiment efficaces. Alors oui, on travaille avec eux. Fusionnement avec OneWeb, avec le Golden Share UK, qui est resté au niveau de la filiale OneWeb en Angleterre. C'est clair que cette Golden Share, ça a été mis en place à l'époque où l'État anglais avait sauvé OneWeb d'une faillite, et ils sont entrés, et là, ils ont mis une souveraineté anglaise. Quand on a acheté OneWeb, assuré qu'on pourrait lancer une grosse partie des satellites hors cette Golden Share. Alors, on a la capacité, et pour Iris-Carré, c'est déjà bouclé, que les satellites Iris-Carré, bien sûr, vont être en dehors de cette Golden Share-là. Et on a aussi la possibilité, s'il y a d'autres satellites financés par la France ou d'autres en orbite basse, que les Golden Share ne s'appliquent pas sur cette partie-là. Ça fait partie de la négociation aux parties. Et pour bien sécuriser ces éléments-là, autour de la mise en place de la fusion, on a mis en place un comité de sécurité avec l'aide des services où tout qui est les éléments confidentiels français ou d'autres sont traités en priorité, parce qu'on a aussi eu un board qui avait des représentants, par exemple, de l'État anglais, mais tous les éléments de l'ordre des sécurités français est traité par la comité où il y a un observateur
l'expression de besoin du ministère des Armées françaises. Les Armées françaises. Et finalement, sur les coûts que vous avez demandé, en fait, la beauté d'Iris-Carré, c'est en fait que cette KA-1000, la capacité qu'il a dessus, va être gratuite pour les militaires européens. En fait, c'est le financement qui est déjà mis sur la table des 6,5 milliards. Ça fait que la capacité sur KA-1000 va être gratuite à utiliser pour les membres. Alors, au moins, même s'il sera cher à développer, parce que Europe a mis les 6,5 milliards, au moment que la capacité arrive, ça va être donné aux membres des EU. Derrière, il y a aussi une option, et ça on y discute ouvertement, s'il y a un souhait d'avoir vraiment quelque chose uniquement français, de mettre ce qu'on appelle les payloads, ça veut dire des parties. On utilise nos satellites un peu comme un véhicule pour mettre ses propres payloads militaires ou d'autres, ça peut être observation de la Terre, sur nos satellites, et comme ça créer une capacité vraiment souveraine à la France ou pour l'Allemagne. Mais ça, c'est des éléments qu'on discute assez ouvertement, et c'est assez intéressant pour le pays qui veut, en plus que Iris-Carré, avoir quelque chose en plus. Et ça, c'est beaucoup moins cher parce que les satellites sont lancés de toute façon pour nous, pour porter notre capacité commerciale. Mais on peut peut-être trouver une petite place pour vous mettre sur les sièges à côté si on veut mettre la capacité spécifiquement pour un militaire ou pour un État souverain. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas encore confirmées, mais qui est une option. C'est un peu comme ça que Starshield s'est développé pour les Américains. C'est qu'ils ont porté cette capacité-là sur les satellites du Starlink. Et on a tout à fait les mêmes compétences, capacités en Europe. Et c'est des discussions qu'on est absolument ravis d'avoir. Je pense que je fais le tour. Merci. Merci, Madame la Directrice Générale. Merci, mes chers collègues. Nous nous retrouverons donc cet après-midi à 16h30 pour auditionner Madame la Ministre Clara Chapaz. Bonne journée à tous. À tout à l'heure.